Jordan Bardella est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, vous êtes eurodéputé, vice-président du Rassemblement National. Jordan Bardella, tu as un petit mot sur les prénoms, puisque hier on a eu les prénoms. Jordan, ça vous va? C'est un prénom qui vous ça plaît? me va, c'est-à-dire que j'ai pas eu trop le choix, mais... Il vous plaît? Écoutez, c'est mon prénom, je n'en ai qu'un, donc oui, je l'emploie dans la vie de tous les jours. Vous savez pas trop s'il vous plaît ou pas, quoi. Moyen, quoi. S'il vous plaît, moyen. J'ai grandi avec, mais c'est vrai que bon, Jordan était un prénom très donné dans les années 90. Ouais. Moi qui suis né en 95, effectivement, c'est un prénom dont j'ai hérité. Ouais, bon. J'ai vu que dans le top 20 entrait le prénom Mohamed. Ouais. C'est logique? C'est logique, c'est démographique et culturel. À partir du moment où vous avez une forte population issue de l'immigration, notamment issue du Maghreb, il devient à un moment donné logique et comptable que Mohamed rentre dans les prénoms les plus donnés. Moi, je pense que le prénom, c'est un marqueur d'assimilation. Je pense que c'est important de donner des prénoms français à ses enfants. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Mohamed, c'est pas un prénom français, quoi. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est pas un prénom français, Mohamed. Je dis que le prénom, en tout cas, est un marqueur culturel. Ouais. Et c'est vrai que je pense que... c'est un prénom français, non? Lorsqu'on arrive... Là, vous me posez une colle, je ne sais pas si sur le calendrier, je ne crois pas. Mais lorsque vous arrivez dans un pays... Et Jordan, c'est bien de prendre le prénom. C'est sur le calendrier, Jordan? Ça doit être sur le calendrier américain. Ah oui, le 13 février. Ouais, américain. Mais Jordan est davantage un marqueur social. Mohamed, c'est sur le calendrier... Jordan est davantage tunisien, un marqueur marocain, social. Mohamed est peut-être plus un marqueur culturel. Bon, Jordan Bardella, le Grenelle des violences faites aux femmes. J'ai regardé, pas un seul tweet, pas une seule déclaration de membres du Rassemblement National. Je savais que j'allais venir en parler ce matin chez vous. Ah bon? Ah d'accord, d'accord. C'est un sujet dont on parle malheureusement trop peu. Mais pourquoi vous, dans votre parti politique? Il y a 101 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint depuis le début de l'année. Oui. Il y a un certain nombre d'annonces qui vont dans le bon sens, dans ce qu'a proposé le gouvernement. Malheureusement, je crois qu'on va pas assez loin. On pourrait s'inspirer de ce que font d'autres pays assez proches, comme l'Espagne, qui a réussi à diviser par 2 le nombre de féminicides depuis 2010, avec un arsenal judiciaire qui est beaucoup plus important. Là-bas, notamment, les dossiers et les magistrats ont l'obligation de traiter les plaintes en moins de 72 heures. Donc je pense qu'on a un effort à faire sur notre arsenal judiciaire. Il faut qu'on soit évidemment beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace avec les auteurs. Et puis surtout, il faut un réel suivi psychologique, juridique de la part des femmes qui sont victimes de ce genre de violence. Et par exemple, c'est vrai que les moyens qui sont donnés en France sont dérisoires par rapport à l'Espagne, par exemple. Les hommes violents de l'autorité parentale, par exemple. Oui, je pense qu'il y a des mesures. Oui, dans le cas de violences extrêmes, bien entendu. La région Île-de-France à laquelle je siège avait mis en place un dispositif qui était de réserver des HLM, des logements sociaux aux femmes victimes de violences. Bon, moi, je pense que c'est typique le genre de mesures qu'on peut accompagner, qu'on peut voter, qu'on a soutenu notamment au Conseil régional, même si ça n'est pas de ma majorité, ça venait de Valérie Pécresse en l'occurrence. Mais il faut être capable, je pense, de mieux accompagner, de mieux traiter juridiquement et surtout d'être beaucoup plus ferme avec les auteurs, parce que parfois, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que les femmes victimes de violences doivent tout quitter avec leurs enfants, quitter le domicile, et que l'auteur, finalement, on en parle. Vous avez l'impression que dans un parti comme le vôtre, on ne parle pas suffisamment de ces sujets-là, qui sont des sujets du quotidien, malheureusement. Si, on en parle, et notamment, on parle nous beaucoup de... On parlait beaucoup du drame de Villeurbanne, mais moins de... c'est faux, et la preuve, on en parle ce matin. Mais encore une fois, il y a des annonces, parce qu'il y a surtout un Grenelle qui s'est ouvert. Et moi, je vous dis, je pense qu'il faut avoir une politique en matière de justice qui soit beaucoup plus ferme et beaucoup plus efficace, parce que derrière, si vous voulez, ce sujet des violences faites aux femmes, c'est le sujet de l'impunité, c'est le sujet du laxisme judiciaire qui prévaut. C'est vrai sur Villeurbanne, qui prévaut sur les violences faites aux femmes et qui prévaut d'une manière générale dans notre pays, où on a un peu le sentiment que dans notre pays, on peut tout faire. Laxisme judiciaire, 70 000, combien de prisonniers, un record? Un record dans les prisons, 70 000? Oui, à tel point qu'on n'a même plus la place. Justement. Le laxisme judiciaire... Il y a un peu plus de 2000... oui, laxisme judiciaire, parce qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a une surpopulation carcérale, en dessous de 2 ans, vous ne faites plus votre peine. Et donc, effectivement, on voit un certain nombre de récidives contre lesquelles, encore une fois, strictement rien n'est fait. Et c'est vrai qu'il manque 40 000 places de prison pour être à la moyenne européenne. Bon, il se trouve que ce gouvernement nous a promis beaucoup. On attend encore. Et il faut qu'on puisse aujourd'hui avoir une politique en matière de justice qui fasse que la peur change de camp dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où souvent les victimes sont davantage inquiétées que les criminels ou les auteurs de délits d'infraction. Bien, Jordan Bardella, vous demandez un moratoire. Après le drame de Villeurbanne, vous demandez un moratoire sur l'immigration en France. Moratoire, c'est-à-dire
C'est-à-dire que l'anarchie migratoire telle qu'elle est organisée dans notre pays depuis un certain nombre de temps a des conséquences dramatiques sur la sécurité des Français. Moi, j'ai écrit effectivement une lettre à Christophe Castaner pour lui demander de décréter un moratoire sur l'immigration et de mettre un coup d'arrêt à la politique migratoire dans notre pays. Quand on a un individu qui bénéficiait d'une carte de séjour temporaire, dont on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on nous explique, j'ai entendu le procureur nous expliquer qu'il avait peut-être deux identités, protection subsidiaire, 3 dates de naissance, protection subsidiaire, qui a un statut complètement flou, qui est accordé aux gens qui sont déboutés du droit d'asile, à qui l'État accorde quand même sa protection. Dans quel pays ce même homme avait aussi une protection subsidiaire? Dans quel pays? Mais je parle de la France. Non, mais je vous parle. Je ne sais pas, dites-moi. Le même homme, cet Afghan de 33 ans, avait aussi une protection subsidiaire dans un autre pays. Inquiétant. Mais la question, c'est que faisait cet homme... Vous savez dans quel pays? En Italie. Que faisait dont le ministre de l'Intérieur était, il y a peu encore, Monsieur Salvini. Que faisait cet homme dans notre pays? Que faisait un homme qui est arrivé, qui est parti d'Afghanistan, qui est passé par l'Angleterre, qui est arrivé en France lorsqu'il était mineur en 2009, qui est passé ensuite par l'Italie, par l'Allemagne, par la Norvège, par l'Angleterre, qui est revenu en France, par l'Allemagne également, et dont on nous explique qu'il faut entendre d'ailleurs ce que disent le Forum des réfugiés, cette association pro-migrants qui était en charge de l'héberger, qui nous expliquait que cet individu était visiblement un individu difficile, connu pour un certain nombre de troubles. Pourquoi cet individu n'a-t-il pas été signalé? Qui fumait beaucoup de cannabis, qui buvait beaucoup d'alcool. Exactement. Association pro-migrants d'ailleurs, qui bénéficiait d'argent public. Bon, et qui était financé notamment par la région de M. Wauquiez, à hauteur de 90 000 € en 2017. Et donc moi, la question que je pose, c'est que faisait cet individu sur notre sol? Parce que, en l'occurrence, le laxisme migratoire, il aboutit à des drames. Et tous les jours, on voit dans notre pays, c'est vrai, des faits tout aussi violents les uns que les autres, qui ont un lien direct avec l'immigration. Quel est le lien entre le drame et la politique migratoire? Ce monsieur, visiblement, avait un lien avec l'immigration. De la même manière que, il y a quelques jours à Annecy, un homme a été poignardé par un migrant marocain. De la même manière qu'il y a quelques jours à Tours, des policiers ont été agressés par 2 migrants, un migrant syrien, un migrant algérien. De la même manière qu'il y a eu ce cri d'alarme des pharmaciens d'Île-de-France au mois d'août qui subissent les attaques régulières de ces mineurs isolés, c'est-à-dire de ces clandestins qui sont passés pour des mineurs. Pendant le week-end, il y a une femme de 21 ans qui a été tuée par son conjoint, qui n'avait rien de marocain, de tunisien, d'afghan ou de je sais pas quoi. Mais vous avez parfaitement raison, mais vous ne ferez croire à personne. Donc les drames, mais les drames, ça vient pas de la nationalité ni de l'origine, vous le savez bien, Jordan Bardella. Il y a une étude qui a été publiée en 2016 par le ministère de l'Intérieur allemand, par la police allemande, qui nous explique qu'en l'occurrence en Allemagne, vous savez que je suis député européen, la délinquance et les crimes des réfugiés étaient 7 fois supérieurs à ceux des Allemands. Voilà. Et que les personnes qui étaient étrangères sur le sol allemand avaient un ratio et une proportion à tomber dans la délinquance qui était 3 fois supérieure à celle d'un Allemand. Donc moi je dis qu'aujourd'hui il est temps donc ce moratoire, d'instaurer un principe de précaution. Il faut sortir de l'espace Schengen, mettre fin à l'immigration clandestine et réduire à un solde de quasiment zéro l'immigration légale. Clandestine. Je pense que c'est un principe de précaution. Et zéro d'immigration légale. D'où qu'elle vienne, quelle que soit l'immigration. Oui, je pense que c'est un principe de précaution. Regroupement familial... Rien. Il est temps de mettre fin à l'anarchie migratoire dans notre pays. Je pense que la France a accueilli beaucoup trop d'étrangers de manière totalement anarchique. Il faut qu'on retrouve des frontières, il faut embaucher des douaniers parce qu'on a supprimé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy notamment 6500 postes de douaniers et aujourd'hui on n'a pas les moyens de reprendre en main nos frontières et il faut aussi avoir une politique dissuasive d'immigration. Et tant qu'on continuera effectivement à avoir des gens qui viennent de notre pays, qui utilisent l'asile comme une filière d'immigration parce que vous savez que 2/3 de ces gens sont déboutés du droit d'asile et qui perçoivent quand même des aides. Parce que ces gens qui viennent dans notre pays et qui considèrent souvent notre pays comme un camping, c'est-à-dire vous arrivez, vous vous installez et encore au camping, vous devez payer votre emplacement. Chez nous, vous arrivez, vous bénéficiez d'un certain nombre de prestations auxquelles nos compatriotes n'ont pas droit. Je vous rappelle que l'aide aux demandeurs d'asile, c'est 42 millions d'euros par an. Les demandeurs d'asile à qui on remet une carte de crédit. Le droit d'asile avec les... Non, je ne supprime pas le droit d'asile parce que je pense que le droit d'asile, c'est un petit peu sacré, à condition qu'il soit utilisé à bon escient et tel qu'elle l'était à sa philosophie d'origine, c'est-à-dire protéger des gens qui viennent de pays en guerre. Or, moi, ce que je constate, c'est que 2/3 des gens qui se présentent à l'asile sont déboutés. Donc nous, on est favorable à ce que l'asile soit traité dans les consulats et les ambassades étrangers. Bien, ce fait divers. Il faut remettre un peu d'ordre dans le pays. Remettre un peu d'ordre. Oui, il faut remettre de l'ordre dans le pays. Comment l'immigration zéro...
Je me demande comment vous pourriez faire, mais... En arrêtant dans notre pays attractif. Parce que c'est vrai que... Non, mais l'immigration zéro. C'est-à-dire qu'aucun étranger ne pourrait venir en France. Moi, je parlais de Matteo Salvini. Oui. Qui a été ministre de l'Intérieur. Bon, il se trouve qu'il a réussi en un an à faire baisser de 80% le nombre de débarquements, avec un principe très clair. Il refuse les débarquements de migrants, des débarquements de bateaux, parce que l'immigration c'est l'angle mort de ce gouvernement. Monsieur Macron, il a cet été indiqué qu'il continuerait d'accueillir un certain nombre de migrants qui viennent des bateaux d'ONG, notamment de l'Ocean Viking. On accueille encore et toujours. Et tant que vous envoyez un message, une répartition des migrants dans les différents pays de l'Union. Ouais, mais sauf que la plupart ne veulent pas. Bon, donc tant qu'on aura effectivement un système qui est attractif et qui est plus généreux parfois pour les autres que pour les nôtres, eh ben les gens continueront de venir nombreux pour bénéficier d'un certain nombre de prestations et demeurer évidemment à la charge à côté. Et tout ça évidemment entraîne des risques parce que il y a quelques mois à Marseille, lorsque un Algérien qui venait d'être arrêté, qui était présent de manière clandestine, qui avait été arrêté il y a 2 jours, connu sous 8 identités différentes, s'en est pris à 2 jeunes qu'il a égorgés à la gare de Marseille. Ça, vous n'allez pas me dire que ça n'a pas de lien avec l'immigration. Et tous les jours, on voit effectivement, partout en France et en Europe, voir ce genre de drame. Et moi, je n'en veux plus. Alors, je pense que l'arrêt de l'immigration, c'est un principe de précaution et qui s'impose aujourd'hui compte tenu de l'insécurité, l'état d'ensauvagement de la société française. Trump et son mur, vous approuvez ? Mais je n'ai pas à approuver ou ne pas approuver. Trump, il a été élu. Il fait ce qu'il veut. Et il a été élu sur un programme. Alors je passe à autre chose. Ce que je constate, c'est que partout aujourd'hui dans notre pays, les dirigeants qui arrivent considèrent qu'on ne peut plus accueillir une immigration supplémentaire. Et l'immigration, c'est un drame pour les gens qui partent. C'est un drame pour les gens à qui on impose cette immigration. Moi, je pense que le destin d'un Sénégalais, c'est de faire rayonner son pays. Que le destin d'un Afghanistan, c'est de faire rayonner l'Afghanistan. Et moi, je me réjouis pas non plus de voir des jeunes Français qui obtiennent leur diplôme, devoir partir à l'étranger pour trouver un travail. Je pense que ce modèle, c'est un drame pour tout le monde et tout le monde est perdant. Jordan Bardella, la mort de Steve à Nantes. Aujourd'hui, il y a l'examen de la demande de dépaysement du dossier. Est-ce que la police, vous considérez que la police peut être responsable dans cette affaire ? Je considère qu'il faut être extrêmement prudent. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui, d'une manière générale, jettent l'opprobre sur nos forces de l'ordre. Vous avez vu les manifestations Oui, parfaitement. Et je pense que l'erreur est humaine. Vous ne vous associez pas à cela. Je pense que l'erreur est humaine. Et de la même manière qu'il y a eu certains policiers qui, dans le cadre des Gilets jaunes, ont pu avoir des comportements déviants, il y a eu aussi certains membres des Gilets jaunes radicalisés qui sont venus pourrir les manifestations des vrais Gilets jaunes qui ont eu des comportements qui étaient inacceptables. Mais le drame de cette société aujourd'hui, c'est qu'on est en train de monter tout le monde contre tout le monde. Les policiers contre les gilets jaunes, les salariés du privé contre les fonctionnaires. Vous voyez qu'on a une coagulation des colères aujourd'hui et effectivement la société de Monsieur Macron, c'est une société sous tension. Donc je pense qu'il faut ramener un peu d'apaisement dans la société. Et quand je vois moi ce début de rentrée où les pompiers qui ont subi une multiplication par 3 de leurs agressions depuis 2010 descendent dans la rue et manifester, où j'entends le personnel hospitalier, parce qu'on en parle trop peu, à qui il manque des moyens. Évidemment, il faut plus de moyens. Mais c'est aussi une profession qui est victime de violence. Et moi qui suis élu en banlieue, qui suis élu en Seine-Saint-Denis, on entend tous les jours effectivement des médecins qui sont agressés, des aides-soignants qui sont agressés. Et je me dis qu'on est dans un climat aujourd'hui d'ensauvagement de la société française, qu'il est temps de ramener un peu d'apaisement. Et pour ça, il faut remettre un peu d'ordre, redonner des moyens, notamment à notre justice. Alors, la réforme des retraites, justement, ce sera l'un des grands sujets des années qui viennent, des mois et des années qui viennent, avec un système universel. Fusion des 42 régimes existants. Vous êtes favorable à cette fusion ? Non. Je n'y suis pas favorable pour. Expliquez-nous. D'abord, c'est la cacophonie totale au gouvernement. C'est-à-dire que mais déjà, on n'y comprend plus grand-chose. On n'y comprend plus grand-chose. Maintenant, sur le fond. Ce qui m'intéresse, je vais vous répondre sur le fond. Alors, allez-y. On nous explique qu'il faut travailler le plus parce que l'espérance de vie augmente. Bon, l'espérance de vie augmente, quoi qu'elle stagne. En tout cas, l'espérance de vie en bonne santé, elle, est en train de diminuer. Et sur les régimes spéciaux, il y a effectivement un certain nombre de régimes qui se justifient parfaitement. On n'imagine pas un militaire travailler jusqu'à 65 ans. Ou un marin-pêcheur travaille jusqu'à 65 ans. Et les militaires, en revanche, les policiers, il peut y avoir et d'autres, et les douaniers, les pompiers ne seront pas touchés. Voilà. En revanche, il peut y avoir au cas par cas un certain nombre de régimes spécifiques qui ne se justifient plus. Je pense par exemple aux cheminots, où là on peut avoir des discussions parce que c'est vrai que les moyens
l'évolution et la modernisation du rail ont fait quand même évoluer nettement les conditions de travail par rapport au siècle dernier. Donc là, on peut effectivement avoir des discussions. Maintenant, moi, je suis contre ce régime universel parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire des économies sur les retraites. L'idée, c'est d'appliquer la feuille de route de l'Union européenne et d'aller faire des économies sur la retraite des Français. Aujourd'hui, vous avez un mode de calcul qui se fait pour que les gens comprennent bien, sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires et sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé. En faisant un mode de calcul unique sur l'ensemble de la carrière, il est évident que les pensions de retraite vont baisser. La retraite par points. Tout dépendra du calcul, tout dépendra de la valeur du point. Exactement, qui sera fixée en fonction de la conjoncture économique par les technocrates de Bercy. Et qui créera. Qui fixera la valeur du point? Qui fixera la valeur du point? Et qui créera une insécurité. Ce sont les technocrates de Bercy qui auront le dernier mot. Non. Eh bien, nous en reparlerons. Oui, c'est le Parlement. Oui, bien sûr, c'est le Parlement. Comme c'est le Parlement qui... Oui, ce sont les députés. Bien sûr. Bien sûr. Et ensuite, Bercy vous expliquera que compte tenu de la conjoncture économique, il faut ajuster la valeur du point. Et on expliquera aux Français que les pensions de retraite vont baisser. Il y a des études qui ont été faites. Moi, j'ai entendu un certain nombre de syndicats expliquer que, par exemple, sur la profession des enseignants, dont on a beaucoup parlé, puisque c'est la rentrée des classes, pourrait baisser de 250 € en moyenne. Donc, je ne suis pas favorable à ce mode de calcul. Nous, on défend une retraite à 40 annuités pleines, mais en revanche, les régimes spéciaux, certains 60 ans et 40 annuités pleines, on peut le faire, mais vous défendez 60 ans, Jordan Bardella. Je défends 40 annuités pleines. Ouais. Voilà. Avec un âge de départ légal à partir de 60 ans. Mais 40 annuités pleines. Donc si vous commencez plus tard, vous partirez un peu plus tard. Mais il faut prendre en compte la pénibilité du travail. Voilà. Moi, je vois ma mère qui a un métier difficile, qui est physique, qui est dans la fonction publique, qui pourra pas travailler jusqu'à 65 ans. Et donc quand vous avez un métier qui est extrêmement éprouvant, il faut qu'on soit capable d'en tenir compte, mais on peut pas demander des économies toujours aux mêmes. Le problème des retraites dans le mode de système actuel, c'est celui de la machine économique. Il faut relancer l'emploi, il faut recréer l'emploi dans notre pays, et il faut aussi aller au soutien de la natalité. Parce que moi, je comprends pas qu'aujourd'hui, il y ait des couples, des familles françaises qui se refusent à avoir des enfants parce qu'ils en ont pas les moyens, parce qu'ils sont écrasés par l'impôt, parce qu'il y a de moins en moins de place dans les crèches, parce qu'il faut faire parfois 15 km de plus dans un certain nombre de territoires pour trouver une maternité. Ça, je l'accepte pas. Et donc, effectivement, il faut aussi s'attaquer à l'aménagement du territoire et développer la natalité. On travaille moins longtemps, c'est bien, on est bien d'accord, avec une meilleure pension. C'est ce que vous proposez. Mais oui, parce qu'il y a un mensonge qui consiste à dire... C'est difficile, ça. Vous travaillez moins longtemps avec une meilleure pension. Non, c'est pas difficile, mais il faut arrêter. Sans augmenter les cotisations, alors. C'est le problème du chômage. Alors, comment faites-vous? Mais il faut relancer l'emploi. Dans un système où les actifs financent la retraite de ceux qui ne travaillent, des non-actifs, il faut relancer l'emploi. Et pour relancer l'emploi, il faut, c'est ma conviction, tourner le dos à ce modèle du libre-échange, qui consiste à ouvrir systématiquement nos frontières, à faire de l'hyperfiscalité sur les TPE, PME, et il faut faire le patriotisme économique. Pas tout à fait, parce que vous avez vu son discours, qui est quand même très libéral. Oui, elle prépare une union des droites. Dîner avec des élus républicains récemment. Enfin bon, c'est le leader naturel à droite, Marion Maréchal, ou pas? Non, je ne crois pas, puisqu'elle, pour la simple et bonne raison qu'elle s'est mise en retrait. En retrait. Et vous y croyez? Vous croyez qu'elle est en retrait de la vie politique? Franchement, Jordan Bardella. Non, mais elle organise des colloques. Bon, tout cela est évidemment intéressant. Maintenant, vous savez quel est le thème ce constat, on est tous d'accord. Vous savez quel est le thème de sa prochaine convention de la droite? Elle s'appelle la Convention de la droite, donc elle n'est pas en retrait politique. On est bien d'accord. Le thème, c'est alternative au progressisme. Donc, pardonnez-moi, c'est un engagement politique. Oui, mais moi, si vous voulez, moi, je refuse, moi, enfin, en tout cas, c'est ma conviction qu'on se laisse enfermer dans progressisme, conservatisme. Voilà. Ça, c'est le duel qui a été mis en place par Emmanuel Macron, qui consiste à dire... Qui lui plaît, visiblement. Mais c'est sa conviction, qui consiste à dire, nous sommes les progressistes, on défend, ça sera mieux demain, et vous êtes le camp des conservateurs et vous défendez le camp du c'était mieux avant. Moi, je refuse cette opposition. Il y a des gens de droite comme de gauche qui ont rejoint Emmanuel Macron et je pense que notre vocation, c'est aussi de rassembler les gens qui étaient peut-être avant à droite, peut-être avant à gauche, mais je pense que ce clivage, il n'a plus de sens. Vous voulez imiter Macron. Et c'est peut-être l'un des points d'accord qu'on a avec lui, que le clivage aujourd'hui n'oppose plus la droite et la gauche. Et quand la France insoumise a fait 6% aux élections européennes, que M. Bellamy a fait 8% aux élections européennes, je pense que le clivage se situe peut-être un peu au-dessus. Bien. Elle déclare vouloir rompre avec les erreurs de ces 30 dernières années. Ça vous va, ça? Oui, ça veut rien dire. Tout d'accord sur le constat, Emmanuel Macron, oui, à une politique qui est néfaste aux intérêts de la France. Maintenant, c'est vrai que nous, on est dans l'action. On a fait cette ouverture lors des élections européennes en ralliant des gens qui étaient venus là, des élus de la France insoumise, comme André Cotard, des gens qui étaient investis chez les Républicains, comme Thierry Mariani, qui était à la droite populaire. Vous pensez qu'avec la France insoumise, vous avez beaucoup de points communs?
On peut partager parfois certaines analyses. Après, c'est vrai que sur le médicament et le remède à apporter, on a des points de divergence. Mais je pense qu'il faut qu'on soit capable de parler à tout le monde. Convergence d'idées. Il peut y avoir convergence de diagnostic. Et on peut partager un certain nombre de diagnostics. Au-delà du diagnostic, il y a une convergence d'idées et une convergence possible. Mais je ne sais pas ce que pense la France insoumise. Parce qu'il y a un fossé majeur aujourd'hui entre ceux qui défendent une laïcité républicaine et ceux qui défendent le communautarisme. Je pense qu'il y a un fossé... Ils défendent aussi la laïcité républicaine, je pense qu'il y a un fossé majeur entre des gens comme Andrea Cotara qui étaient élus de la France insoumise et qui nous rejoignent sur une ligne républicaine, patriote, sociale, et des gens comme Madame Obono qui donnent des conférences aux côtés d'indigènes de la République, des gens qui défendent la partition de la société, le communautarisme. Moi, je me sens rien de commun avec ces gens-là. Et de la manière qu'à droite, vous avez toute une partie, effectivement, des républicains qui nous sont proches, comme vous avez toute une partie des républicains qui est proche d'Emmanuel Macron. Mais je crois qu'en fait, tout ça, ça participe d'un vieux monde. Je pense qu'on est le parti du bon sens. Voilà. Et on a vocation à rallier à nous tous ceux qui défendent le bon sens dans la société française. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. D'être venu nous voir. Il est 8h54.